Merci, il me faut juste quelques secondes pour m'installer. Alors, je n'ai pas du tout la même approche pour répondre à la question qui m'a été posée pour cette intervention. Donc, s'il y a des gens qui sortent de la salle en cours de route, je ne m'inquiète pas. Fuyez si jamais ça vous paraît trop loin de vos attentes dans ce que j'ai préparé. Donc, on m'a demandé de brancher le câble. Voilà. Super, c'est bon. Okay. Il y a quelque chose à expliquer. Ok, c'est cool. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur signaux et méthodes, distribution du temps historique et actuel. Vous allez voir que donc, les transparences sont sur mon site web et je remettrai l'URL à la fin de la présentation. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autocitations. C'est pas que j'ai prétention de faire mieux que les autres gens. Par contre, j'ai prétention que vous puissiez sortir de la salle en faisant des choses par vous-même. La majorité des gens qui sont ici vont vous dire que si vous n'avez pas un officier de police judiciaire ou si vous n'avez pas 3 masers à hydrogène avec une antenne pour transmettre sur un satellite, vous n'allez pas faire grand-chose. Moi, je vais essayer de vous montrer qu'avec une parabole de télé, vous pouvez faire plein de choses super intéressantes. Et qu'avec simplement une parabole de télé de 60 cm, vous allez pouvoir recevoir les signaux de transfert de temps de tous les laboratoires de météorologie primaire d'Europe. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de vous montrer un petit peu que vous pouvez faire du temps-fréquence par vous-même. Vous n'avez pas besoin dans un laboratoire avec de l'équipement ultra spécifique pour le faire. Et comme chaque fois qu'on veut jouer un petit peu, avant de jouer, il faut déjà comprendre ce qu'on fait. Donc j'ai pris le choix de faire 10 minutes, un peu de maths. Je vais vous montrer le temps-fréquence. Et si vous survivez aux 10 premières minutes, après j'essaierai de balayer un petit peu les alternatives au GNSS, puisqu'il y avait une personne qui parlait GNSS. Alors évidemment, on ne peut pas faire de temps-fréquence sans GNSS, donc je parlerai un peu de GNSS, et heureusement, je pense que mes slides ne seront pas redondants avec ceux qui viennent d'être vus. Et puis après, je parlerai d'une méthode alternative VLF, 5G et terrestre avec les réseaux filaires, en essayant de ne pas empiéter sur la présentation de Paul Éric. Donc la première chose, c'est, je viens d'un laboratoire qui s'appelle temps-fréquence. Vous avez appris au lycée que la fréquence est l'inverse du temps. Et ça peut paraître complètement idiot, mais parler de transfert de temps-fréquence, c'est parler de deux choses duales qui ont des propriétés complètement antagonistes. Si vous parlez d'un signal de fréquence, une fréquence, c'est un signal périodique, toutes les périodes se ressemblent les unes après les autres, il n'y a pas de notion de temps, peut-être la phase éventuellement, si vous dites que ça c'est un signal 10 mégas, toutes vos périodes de 100 nanosecondes se répètent, et elles se répètent de façon identique. Les gens qui font du transfert de fréquence vont devoir compenser le décalage Doppler du relais, vont devoir éviter les transpositions de fréquences introduites par la fibre, mais à la fin de la journée, toutes vos périodes ressemblent les unes aux autres. Donc si vous voulez commencer à introduire le concept de temps dans cette histoire, vous allez vous dire peut-être, je vais retourner une phase sur deux. Donc une phase sur deux, maintenant je commence à avoir un peu plus de temps. C'est pas terrible parce qu'au lieu d'avoir 100 nanosecondes, maintenant j'ai 200 nanosecondes, mais au moins je commence à mettre du temps. Et si vous regardez le spectre du signal, ce que vous avez fait en introduisant cette rotation de phase une fois d'une période sur deux, vous avez étalé le spectre. En fait, vous avez introduit des risques spectrales additionnels. Et si je généralise ce concept, lorsque vous voulez faire du transfert de temps, vous devez faire l'opposé de ce que vous faites quand vous faites du transfert de fréquence, qui est une opération à bande étroite. Le transfert de temps va nécessiter un signal large bande. Et donc, vous avez ce besoin d'étaler le spectre, spectrum spreading for time transfer. Donc en fait, vous devez étaler le spectre pour pouvoir transférer le temps. Et comment vous faites ça ? Au lieu de flipper une période sur deux de la phase, vous allez générer un code pseudo-aléatoire qui ne se répète jamais. Et le seul moment où vous allez répéter ce motif, où vous allez retrouver ce motif, vous savez que c'est le temps que vous avez transmis. Donc vous voyez que dans un premier temps, j'ai un signal à bande étroite, je flippe une période sur deux, ça fait un peu plus de spectre, mais ça reste un spectre discret. Et si maintenant je fais une séquence pseudo-aléatoire, allez, on va dire aléatoire, pseudo-aléatoire de phase, vous avez fait un spectre continu, étalé, et la largeur de ce spectre vous donne votre capacité, votre résolution temporelle dans le transfert. Une autre façon de voir ça, c'est en regardant l'autocorrélation. Je vais vous montrer en transparence suivant que autocorrélation et transmet de Fourier et spectre sont intimement liés. En termes de corrélation, une sinusoïde, l'autocorrélation, c'est regarder quand je fais la copie dans le temps du signal, comment elle se ressemble à elle-même. Une sinusoïde, ça se ressemble toujours à soi-même. L'autocorrélation d'une sinusoïde, c'est uniformément 1, il n'y a pas de temps, il n'y a rien d'intéressant à voir.
Si maintenant je flippe une période sur deux, ben, je commence à avoir un peu de structure dans l'autocorrélation, mais c'est pas terrible parce qu'elle se répète sans arrêt et allez dire si vous avez 200, 400, 600 nanosecondes de période. C'est pas terrible comme datation. Par contre, si j'ai une séquence pseudo-aléatoire qui ne se répète pas, mon autocorrélation est un pic de Dirac. J'ai une seule corrélation, une seule période où l'énergie va s'accumuler dans mon autocorrélation. Donc voilà le concept. Le concept, au cœur du transfert de temps-fréquence, c'est le transfert de fréquence est une opération à bande étroite, le transfert de temps est une opération à bande large, et ces deux opérations duales, vous allez les faire rentrer dans le même canal de communication. Alors tout ça, c'est un peu chiant, et je ne vais pas vous ennuyer beaucoup plus avec des maths, après on va faire de la pratique. Mais si vous lisez des codes de transfert de temps, alors que ce soit le modèle SATRE pour le transfert, j'en parlerai par la suite, que ce soit le modèle SATRE pour le transfert par satellite, que ce soit les codes de GNSS, il y a un outil libre qui s'appelle GNSS-SDR, qui est un décodeur libre de signaux GNSS. La première fois que j'ai lu ça, en 2014-2015, je me suis dit, mais pourquoi les mecs n'arrêtent pas de faire des FFT? Je ne comprends pas, ils font des corrélations, ils passent leur vie à faire des FFT. Alors, on va juste faire un petit détour mathématique, pour les gens qui ne sont pas dans le trip, vous pouvez sauter cette partie, mais ça va aider à comprendre. Si vous vous rappelez de vos cours de lycée, vous avez le théorème de convolution qui vous dit que la convolution, c'est l'intégrale d'un signal que vous observez avec une référence, et c'est l'intégrale de S de t, référence de taux moins t dt. Et ça vous donne votre convolution à un instant taux. Et si vous vous rappelez vos cours de lycée, ben, on vous enseigne que vous faites la transformée de Fourier de cet objet, et la transformée de Fourier de la convolution, c'est le produit des transformées de Fourier. Ce qui en soi, vous n'avez pas gagné grand-chose, parce que là, vous avez n multiplications pour faire les opérations de n valeurs de taux, donc vous avez un algorithme de complexité n carré. Sauf que depuis Gauss, on sait qu'on peut profiter des symétries des fonctions trigonométriques, et la transformée de Fourier, vous avez un algorithme qui s'appelle la phase Fourier transform, la FFT, qui est en n log n, et vous gagnez considérablement en vitesse de calcul. Donc en termes de convolution, vous ne faites jamais une convolution dans le domaine temporel, vous la faites toujours dans le domaine spectral, c'est-à-dire vous calculez le produit de transformée de Fourier, et après vous faites la transformée de Fourier inverse, et là vous avez un algorithme avec la FFT qui va beaucoup plus vite que de faire une transformée de Fourier. Alors pourquoi il parle de convolution alors qu'il vient de parler de corrélation? La définition de la corrélation, une corrélation, c'est que vous avez un signal S, et vous cherchez dedans un motif M, ou R ici, référence, qui est glissé dans le temps, parce que rappelez-vous, ce que vous cherchez à trouver, c'est le temps. Et il y a un moment, ces deux valeurs à moyenne nulle, elles vont se faire le produit des deux, plus fois moins, ça va se moyenner en zéro. Donc généralement, le terme ici, ce terme-là, il va être tantôt positif, tantôt négatif, et en moyenne, il va être zéro. Sauf si vous calez les deux motifs, parce que là, vous avez moins fois moins qui fait plus, et plus fois plus qui fait plus, et là, quand vous allez accumuler l'énergie de votre intégrale, vous allez avoir un pic de corrélation qui va apparaître. Et donc, cette expression de la corrélation, vous voyez que ça se ressemble cruellement avec la convolution, sauf que votre signal ici fasse bien, mais là, la référence, elle a été inversée dans le temps, alors que là, le temps n'a pas été inversé. Comment je passe de mon expression de convolution à corrélation? Il faut que j'inverse le temps. Comment vous inversez le temps dans une fonction exponentielle complexe? Exponentielle de j oméga t complexe conjugué, ça vaut exponentielle de moins j oméga t, vous avez inversé le temps. Donc la conclusion, c'est la transformée de Fourier de la corrélation, c'est le produit des transformées de Fourier complexe conjugué. Et donc, vous prenez n'importe quel soft qui fait du transfert de temps à base de corrélation, ils passent leur vie à faire des transformées de Fourier. Voilà, personne ne s'est encore endormi, c'est sympa. Alors, maintenant, je vais quand même vous montrer un peu qu'il y a des façons fun de faire ça. Il y a un outil libre qui s'appelle GNU-Radio. GNU-Radio est une infrastructure de traitement radiologiciel par échantillonnage en temps discret. Et donc là, je voudrais juste vous faire rapidement la démo, comment on peut prendre ces concepts un peu ennuyeux de façon formelle et les mettre en place. Donc là, j'ai pris mon générateur de code pseudo-aléatoire, c'est une noise source. Le point clé, c'est que ce bruit, vous le connaissez, vous devez l'enregistrer. Dans le cas de GNSS, vous avez les algorithmes de production, l'US Air Force a publié ça, l'ESA les a publiés, au début elle ne voulait pas, après elle les a publiés. Vous savez comment générer cette séquence aléatoire, c'est ça le point clé. Alors vous allez voir, je vous parlais radar souvent, parce que transfert de temps, radar, mesure de distance de cible, c'est tout pareil. Donc si vous faites du radar, les gens appellent ça la voie de référence, et là ça c'est la voie de surveillance. Donc la voie de référence, c'est parce que vous connaissez le signal radar que vous avez émis, et le signal de surveillance, c'est parce que vous regardez les cibles qui vous renvoient des copies retardées dans le temps de votre signal. Donc vous voyez que j'ai mon signal de référence qui est sorti du signal source, et là je vais générer un délai. Rappelez-vous, c'est ça que je veux mesurer, c'est le délai. Et je viens de vous dire que la corrélation transformée de Fourier multipliée à conjuguée transformée de Fourier inverse, voilà, je prends mon signal de référence transformé de Fourier, je prends mon signal retardé dans le temps transformé de Fourier, multiply conjugate et transformé de Fourier inverse.
et je trace le spectre. Et le point clé, ce retard que vous avez là, vous voyez que c'est un retard D. Ce retard D, je vais le programmer avec un ascenseur. C'est le D qui est ici. Donc comme ça, je vais pouvoir jouer avec les signaux. Et à quoi ça ressemble, ce truc-là? Quand j'exécute ma simulation, vous voyez, vous avez votre pic de corrélation, retard 0. Et si je joue sur mon retard, vous voyez votre pic de corrélation qui se déplace. Et donc, vous voyez que ce concept quelque peu abstrait, que si je prends la transformée de Fourier inverse du produit de transformée de Fourier multiplié à la conjugate, il faut faire la démonstration, 5 blocs de dur radio et vous avez démontré le concept. Je trouve ça sympa. Et par rapport à MATLAB Python, le truc sympa, c'est que c'est interactif. Vous pouvez jouer avec votre simulation. Donc, il y a des enseignants dans la salle. Généralement, la partie interactive, ça marche un peu mieux que Python pour simuler ça. Alors, la corrélation, elle a plein de propriétés super intéressantes. Et en particulier, vous avez vu que c'est une transformée de Fourier. Vous savez tous que la transformée de Fourier est linéaire. Donc, si j'ai une corrélation qui n'est pas du transformée de Fourier, je suis linéaire. Alors, linéaire, vous avez oublié vos cours d'algèbre. Ça veut dire quoi, linéaire? Linéaire, ça veut dire que si j'ai la somme de deux signaux, l'intercorrélation de AX plus BY, c'est A fois l'intercorrélation de X plus B fois l'intercorrélation de Y. Une finition en raison linéaire. Ça veut dire que vous avez deux satellites qui émettent des signaux en même temps. Vous, votre antenne au sol, elle reçoit un signal qui est la somme de tous les satellites. Comment ça se fait que vous pouvez séparer les contributions de Galileo GPS qui émettent tous sur la même bande de fréquence? C'est parce que chacun s'est dû attribuer son propre code, et je peux retrouver le code de Galileo, je peux retrouver le code de GPS, et je peux trouver le poids de chacun de ces codes. Donc ça, c'est grâce à la linéarité de la corrélation, vous pouvez séparer les constellations ou les différents satellites au sein des constellations. Après, la linéarité, elle dit que si j'ai la corrélation d'un signal qui a été décalé en phase, et multiplié par exponentielle J-phi, c'est exponentielle J-phi fois la corrélation du code. Ça, c'est un point fondamental, parce que GPS fait de la modulation de phase. Donc si, au niveau du satellite, j'imprime une information sur la phase, cette phase qui a été imprimée au niveau du satellite, je la retrouve au sol sur mon corrélateur qui détecte le signal GNSS. Donc la linéarité, pour me permettre de retrouver la phase, est un élément fondamental du transfert de temps. Et le dernier point, vous allez entendre parler de l'orthogonalité des codes, ce qui veut dire que si j'écoute un satellite et que c'en est un autre qui parle, je ne vais pas avoir de signal. L'orthogonalité des codes dit que la corrélation du code I avec le code J, les codes aléatoires, c'est delta IJ, le chroniqueur, donc 1 si c'est le même code et 0 si c'est pas le même code. Et c'est grâce à ça que, alors que tous les satellites vous parlent en même temps, vous pouvez retrouver quel est le satellite qui a été détecté. Donc la corrélation a ces propriétés de linéarité qui sont au cœur de tout ce qu'on est en train de faire. Alors, dernier exemple, parce que je le trouve sympa aussi, parce qu'on peut faire des choses jolies avec le GNU Radio, c'est, j'ai refait le petit exemple d'avant. Donc là, j'ai refait la même histoire. J'ai un radar à bruit. Ce radar à bruit a sa voie de référence. Et ce radar illumine 3 cibles. Cible numéro 1, cible numéro 2, cible numéro 3. Et au lieu de jouer sur les délais à la main, j'ai dit que la cible numéro 1 a un délai de forme triangulaire, le délai numéro 2 a un délai de forme carré, et le délai numéro 3 a une forme sinusoïdale, c'est juste pour qu'on les reconnaisse. Donc c'est 3 cibles. Et vous, quand vous avez votre antenne radar, vous recevez la somme de toutes ces cibles. Donc vous avez la somme de tous les signaux, et vous faites la corrélation. Mais qu'on est linéaire. Donc c'est comme si j'avais fait la corrélation de chacune des cibles individuellement. Et donc si vous faites un radar à bruit, à quoi ressemble la sortie de votre radar à bruit? Vous voyez en haut sur le waterfall la forme des retards, et puis en bas vous avez les 3 cibles qui répondent à nos sollicitations par du bruit. Donc voilà typiquement comment vous pouvez faire un radar à moindre frais. Et donc si vous voulez vous cacher de la NFR quand vous faites un radar, vous mettez un émetteur Wi-Fi, et personne ne peut savoir que votre émetteur Wi-Fi sert à faire de la mesure de distance de cible et que vous n'êtes pas en train de streamer un film pour votre télé. Donc voilà, c'est les radars à bruit à base d'émetteurs Wi-Fi, ça marche super bien. C'est un émetteur Wi-Fi, j'ai le droit d'émettre Wi-Fi. Oui, c'est la puissance. Je suis dans les 10 000 watts, je suis en antenne omni. C'est bien. Donc le dernier point qui peut vous intéresser, c'est que quand vous faites de la corrélation, vous avez du bruit, et ce bruit, il va accumuler toute l'énergie. Vous allez me dire, pourquoi tu ne fais pas simplement une symétrie qui est plus longue, et puis ça va vous permettre de moyenner pour empêcher le bruit. Si je fais simplement un signal qui est long dans la durée parce que j'ai envie de moyenner, je perds la résolution temporelle parce que j'étale l'information dans le temps. C'est pas ça que vous voulez faire dans du GNSS, vous voulez baisser le bruit, mais vous voulez garder le temps. Et donc, vous avez besoin d'un côté de bande passante, parce que plus la bande passante est grande, meilleure est votre résolution temporelle, mais vous voulez du temps parce que vous voulez moyenner le bruit. Et donc, vous avez ce facteur qui s'appelle le PCR, le Pulse Compression Ratio,
qui dit, lorsque vous avez une forme d'onde, eh bien, plus la bande passante est grande, meilleure est votre résolution temporelle, et plus long est le temps, meilleure sera votre capacité de filtrer, et donc d'atténuer le bruit, et donc d'améliorer votre rapport signal à bruit. Et dans le cas des signaux numériques, ben B, la bande passante, c'est votre bitrate, c'est le rythme auquel vous envoyez les données. Donc par exemple, pour GNSS, c'est 1 mégabit seconde, donc vous avez 1 MHz de bande passante. Et temps, ben T, pour GPS L1, c'est 1 milliseconde, pour Galileo, c'est 10 millisecondes, c'est pour ça que Galileo marche mieux. C'est qu'en fait, le T, ça va être votre durée sur laquelle dure le code. Et donc BT, c'est une grandeur sans unité qui va vous dire de combien vous améliorez le rapport signal à bruit. Donc dans la présentation précédente, on vous a dit GPS c'est faible. En fait, GPS est tellement faible que c'est 20 dB sous le bruit thermique. C'est-à-dire, si vous prenez un analyseur de spectre, vous avez une pauvre petite bosse quand vous savez ce que vous cherchez, parce que vous êtes 20 dB sous le bruit thermique. Mais comme le code fait 1000 bits de long, ben vous faites B fois T, au fait qu'en numérique, c'est le nombre de bits, et 1000 bits de long, si vous passez en dB, ça vous fait 30 dB, donc votre signal qui est 20 dB sous le bruit, vous l'avez remonté 10 dB. Et donc en fait, quand vous faites la compression d'impulsion, vous voyez votre pic qui sort joliment dans le spectre. Donc voilà, le Pulse Compression Ratio, c'est un élément clé qui vous permet de qualifier la forme d'onde que vous avez choisie pour faire votre transfert de temps. Alors, et après j'en passe vraiment au transfert de temps, si vous prenez les bouquins de radar, vous prenez n'importe quelle introduction au radar, de Skolnick, on vous dit, le range resolution, la résolution en distance d'un radar, delta R, c'est C sur 2B. Les mecs du radar, ils ne s'ennuient pas, ils disent simplement, mon onde, elle se propage à la vitesse de la lumière, c'est... J'ai 1 sur B, la bande passante, qui me donne la résolution temporelle. Un radar, ça fait un onde aller-retour, 1,5. Donc, je dis que la résolution spatiale, dans distance, c'est C sur 2B. Alors là, on va avoir des gros soucis, parce que C sur 2B, la bande GNSS qui m'a été allouée, c'est 5 MHz. Avec 5 MHz, j'ai réussi à avoir 200 nanosecondes. 200 nanosecondes, ça veut dire, à 300 mètres par microseconde, 200 nanosecondes, excusez-moi. À 30 cm par nanoseconde, je vais être à 60 mètres de résolution. Vous n'allez pas être content si je vous donne un GPS à 60 mètres. Et en fait, il y a un truc qui est absolument fascinant avec les codes aléatoires, c'est que comme vous avez étalé votre information de temps sur la durée du code, vous pouvez faire un ajustement parabolique, vous pouvez faire la super résolution. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez dire, je ne vais pas simplement regarder où se trouve le max du pic de corrélation, mais je vais regarder le max du pic de corrélation et ses voisins. Alors, si vous regardez les bouquins, les vieux bouquins, ils appellent ça Early Late Prompt. Maintenant, on appelle ça la file parabolique sur des signes numériques. Mais en fait, ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier de la forme d'onde pour essayer de faire la super résolution, et vous pouvez démontrer que le gain en résolution temporelle est égal au rapport signal à bruit. Donc Galileo, qui a un code 10 fois plus long, a un rapport signal à bruit 10 fois meilleur, donc vous pouvez vous attendre à faire une super résolution 10 fois meilleure que GPS L1. Et donc juste pour vous montrer, ça c'est une petite manip que j'ai faite pour démontrer le concept, j'ai un FPGA qui génère un code pseudo-aléatoire, 5 mégabits seconde, 2,5 mégabits seconde, donc 5 MHz de bande passante. Donc si vous me dites bêtement 5 MHz, l'inverse de 5 MHz c'est 200 nanosecondes, normalement, si vous prenez bêtement vos cours de maths, vous ne savez pas faire des résolutions temporelles meilleures que 200 nanosecondes. Et pourtant, si je rajoute des connecteurs SMA de 1 cm de long, et 1 cm de long, ça fait 50 picosecondes. Vous pouvez faire le calcul rapidement, hein, 20 cm par nanoseconde, 1 cm de connecteur SMA, ça fait 50 picosecondes. Voilà ce que j'observe chaque fois que je rajoute un connecteur. Et c'est pas de la chance, parce que si là, je fais la manip un soir et le lendemain matin je reviens, ça continue, et si je refais la manip 3 jours plus tard, c'est juste. Donc en fait, là c'est parce qu'on a un super rapport signal à bruit, hein. J'envoie directement le signal du FPGA dans ma radio logicielle, et si je décale de quelques dizaines de picosecondes, bien qu'en échantillonnant une fois toutes les 200 nanosecondes, je suis capable de gagner un facteur plus que 10 000 sur la résolution temporelle. Donc voilà, sachez que c'est un point cœur, parce que quand je vais vous parler de transfert de temps par satellite, vous ne pourrez... En fait, le cahier des charges, quand je fais du transfert de temps par satellite, c'est tu dois mesurer à mieux que 100 picosecondes. 100 picosecondes, l'inverse de 100 picosecondes, c'est 10 GHz. Si vous dites à telle star, je vais t'acheter 10 GHz, je ne pense pas que vous ayez le budget pour le faire. Là, déjà, quand on achète 5 MHz, les gens ne sont pas très contents parce que ça coûte de l'argent, c'est de l'argent public, c'est pas bien. Et 5 MHz, ben, si je compte bêtement les choses, je vais dire, je vais transférer le temps à 200 nanosecondes. Et là, mes collègues vont dire, mais tu rigoles, qu'est-ce que tu veux faire avec 200 nanosecondes? Donc voilà comment, avec 5 MHz de canal de communication sur un satellite, vous pouvez atteindre sub-nanosecondes, alors que l'inverse de la nanoseconde, c'est 1 GHz. Donc, tout ça pour vous dire, l'étalement de code, c'est le cœur du transfert de temps. C'est utilisé dans le VLF, sur DCF77, il y a, je pense, même si personne ne s'en sert.
Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, je vais vous montrer par la suite, si vous prenez bêtement DCS77, vous avez à peu près 10 millisecondes de résolution. Si vous l'utilisez intelligemment, vous avez 50 microsecondes. Malheureusement, personne ne fait des choses intelligentes. Dans GNSS, les Gold Codes dont on vient de parler à l'instant, dans les radars à bruit, je suis assez fan des radars à bruit. Alors, c'est rigolo, j'ai pris les références. Les radars à bruit, en fait, c'est les premiers radars qui ont été imaginés. En fait, les gens ont pensé à envoyer du bruit avant d'envoyer des chirps. C'est assez rigolo, je trouve. Sur fibre optique, Paul-Éric nous en parlera. Il a été co-auteur du papier en 2012, qui a été un des premiers avec Giorgio Santarelli sur le transfert de temps sur fibre. Et puis, le transfert de temps bidirectionnel par satellite qui me concerne. Donc, si vous devez vous rappeler d'un truc dans cette histoire, la lumière, ça se traîne. La lumière, ça se traîne à 300 mètres par microseconde. Donc, vous avez deux personnes qui veulent se parler entre elles, qui sont à plus que 300 mètres l'une de l'autre. Si elles veulent faire mieux que la microseconde de synchronisation, il faut qu'elles échangent pour mesurer le temps de vol. En transfert unidirectionnel, elles ont moins bon que la microseconde. En d'autres termes, ça fait 30 cm par nanoseconde, ou, je vais vous parler de liaison très basse fréquence, c'est 10 millisecondes pour parcourir 3000 km. Donc entre un Louis et un récepteur à 3000 km, j'ai perdu 10 millisecondes. Donc la lumière, ça se traîne. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, j'ai fini mon intro. Il fut un temps où le satellite n'existait pas. On a oublié aujourd'hui. Alors, comme on m'a demandé aspect historique, c'est le seul historique que je vais faire. J'ai cherché un petit peu sur Internet. Alors, si vous avez besoin de chercher d'informations sur l'histoire du transfert de temps et de fréquence, vous allez sur TimeNuts. Il y a tous les grands anciens. C'est une mine d'informations. Les discussions au jour le jour sont un peu chiantes, mais en termes d'archives, c'est fantastique. Et donc sur TimeNuts, il y avait cette question, Time Transfer Internationally Before GPS, comment vous faisiez du transfert de temps avant le GPS? Eh bien, vous achetiez un ciel en première classe sur la Paname, et votre 747 faisait le tour du monde avec son horloge Cesium. Alors ça, c'est du transfert de fréquence, hein. Il n'y a pas de temps là-dedans. Et donc, voilà, vous avez un super film de la NPL qui explique que l'horloge Cesium était branchée au système d'alimentation de l'avion pendant le vol, et puis quand ils arrivaient, ils mettaient la batterie pour vite aller au NPL, pour aller aux différents centres de métrologie, et comparer les fréquences. Aujourd'hui, tout ça c'est fait par GPS, mais rappelez-vous que le jour où votre GPS sera brouillé, c'est ça qu'il va falloir refaire. Pourquoi on a besoin de liaisons satellitaires? Pourquoi on ne peut pas continuer à travailler avec des liaisons radio? Parce que la Terre est ronde. La Terre est ronde, c'est un bête argument géométrique. Hein, si je suis au sommet de la Terre et que j'ai un objet qui a une altitude h, vous faites bêtement de la trigonométrie, quel est l'angle solide à laquelle je peux voir un objet? Si vous êtes à une hauteur h, vous avez cette relation, l'angle de la surface, c'est r, le rayon de la Terre, 6400 km, arc cosinus de r sur r plus h, la hauteur de l'objet au-dessus de la surface de la Terre. Donc, si vous êtes au Puy de Dôme, alors on a attendu avant que Clermont c'était une cuvette, moi je considère que le Puy de Dôme c'est devant la plaine de la Limagne, donc en fait vous aurez à peu près 140 km de portée, et après 140 km, la Terre est ronde, vous êtes au-delà de l'horizon. Si vous allez un peu plus haut, à l'ISS ou sur Hubble, vous aurez 400 km d'altitude, vous pourrez communiquer sur 2000 km. 2000 km, c'est quand même pas terrible, hein. La circonférence de la Terre, c'est 40 000 km, il va en falloir, c'est pour ça qu'Elon Musk est en train de nous balancer des satellites dans tous les sens. Vous allez un peu plus haut, Léo, en orbite basse, Iridium, avec 66 satellites, vous arrivez à couvrir la Terre. Et puis, si vous voulez couvrir la Terre avec moins de satellites, GPS 32 satellites, vous allez à 20 000 km. Et puis finalement, si vous voulez couvrir la moitié de la Terre, vous mettez en géostationnaire, en géo, à 36 000 km. Alors en fait, vous ne couvrez pas tout. Vous démontrez qu'à 36 000 km, vous êtes rasant à 81 degrés. Et 81 degrés, pour des pays qui veulent aller envahir le Groenland côté américain ou la Sibérie côté russe, 80 degrés, c'est pas terrible. Donc en fait, il faut essayer d'aller un peu plus haut que ça. Et donc en fait, vous avez des orbites bizarres, les Molniya, où votre satellite est géosynchrone, mais il va assez haut dans les latitudes. Donc tout ça pour dire, si vous voulez faire du transfert à grande échelle, vous allez avoir besoin d'un objet qui est assez haut dans le ciel pour être capable de faire ces transferts. Alors, quel est l'objet le plus lointain qu'on ait autour de nous? Moi, celui que je connais, c'est la Lune, auquel j'ai accès. Et alors, c'est rigolo, donc on sait tous que la CIA faisait des transferts d'informations par moonbounce, par rebond sur la Lune, ils avaient des bateaux pour le faire dans le Pacifique. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que la NASA, il y a un mec à la NASA qui a pensé à breveter le transfert de temps par moonbounce. J'ai cherché ça pour cette occasion-là. Donc en fait, il y a un gars qui a breveté le fait que je génère un code aléatoire, je le fais rebondir sur la Lune, et je le réémets sur la sol de la Terre, et je fais du transfert de temps par rebond sur la Lune. Ouais, c'est à l'occasion de ce truc-là que j'ai cherché. Je trouvais ça sympa. Il y a des Russes, il y a des mecs alors c'est rigolo, c'est l'université de Kazan, régulièrement ils ressortent un papier. Malheureusement, il n'y a que eux qui le font, je trouve ça vraiment génial comme idée.
c'est ils font du rebond sur les météorites. Donc chaque fois qu'il y a un météorite trail, hop, ils rebondissent un signal, puis c'est des signes super rapides. Donc juste avec les quelques millisecondes d'un météorite trail qui vous fait une bande d'ionisation, les radioamateurs, ils aiment bien faire ça pour communiquer. Et en fait, il y a ces gars-là, c'est toujours les mêmes gars, c'est ces gens-là à l'université de Kazan qui essayent de faire du transfert de temps sécurisé, parce qu'évidemment, comment vous allez savoir à l'avance qu'il y a une météorite qui va passer? Je trouve ça rigolo comme concept. Donc voilà, en Méo, Méo, donc on vient d'avoir la présentation complète, donc je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi ça ne marche pas terrible, mais imaginez que vous avez 50 watts, donc en gros une lampe incandescente, à 20 000 km de vous, et vous essayez de recevoir ce signal avec une pauvre antenne pas du tout bien faite. Bon, ouais, c'est chaud, quoi, c'est pas facile. En géostationnaire, donc qu'est-ce qu'on a? On a tous les systèmes d'assistance. Hein. J'ai vu que dans les titres qu'il y avait un truc spécial sur les assistances de navigation, donc je ne vais pas en parler. Vous avez les transferts de temps bidirectionnels par satellite, je vais en parler un petit peu. Et puis vous avez tout ce qui est transfert de temps par signaux de télévision. Aujourd'hui, le DVB-S, il y a, comme sur le DVB-T, des bandes de synchronisation, donc vous pouvez faire de la synchro sur le DVB-S. Et puis alors la grande mode en ce moment, vous voyez tout le monde qui fait fleurir des transmissions de temps et fréquences en orbite, satellite en orbite basse. Donc il y a des boîtes qui se créent, il y a Xona qui a été créé sur Iridium, il y a une boîte qui s'appelle Sateles, qui a mis un signal qui s'appelle STL, qui me fait un peu rêver. Il y a Todd Humphreys de l'université du Texas qui a fait un super boulot pour faire du reverse engineering sur l'entête de synchronisation des signes Starlink. Alors, tous ces gens-là, le problème par rapport à un satellite GPS, c'est que le GPS, il transmet sa position dans les messages de navigation, donc vous pouvez retrouver les naves, alors que ces signaux-là, vous devez savoir où est le satellite, et en plus c'est mal foutu, parce que le satellite est en orbite basse, donc il va super vite. Alors, petit message pour les gens qui habitent en Europe, aujourd'hui, tout ce travail-là, que ce soit Xona, Starlink ou Iridium, vous pouvez faire de la navigation, parce que le NORAD publie leur position. Le jour où les Américains arrêteront de publier les positions des satellites, on est le bec dans l'eau parce qu'en France, personne ne le fait. On les observe, les satellites, mais on ne les publie pas. Donc, remercier le NORAD qu'on puisse faire tout ça. STL, c'est le signal de transfert de temps et de localisation. Et on sait recevoir Iridium, enfin depuis que GR Iridium existe, on sait écouter les messages d'Iridium, on sait écouter les SMS d'Iridium. Donc les signaux STL, ils sont branchés sur Iridium, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les décoder. Il paraîtrait qu'ils sont peut-être chiffrés, peut-être pas. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé, ça serait super de contribuer à gérer Iridium pour ajouter la décodage des signaux STL qui sont transmis par Sateles, ce serait une super contribution. Sachant que c'est pas parce que vous avez les signaux STL que vous saurez vous localiser. Si vous regardez GPS, c'est pas parce que vous avez la position entre vous et les satellites que vous avez votre position sur Terre. Il y a encore un peu de boulot derrière. Alors on a eu des histoires de vulnérabilité, je pensais que je le verrais ce graphe, je ne l'ai pas vu, donc je le présente. Donc vous avez un site qui s'appelle GPS Jam, GPS Jam qui vous montre les sites sensibles, donc voilà, vous savez bien où c'est le bruit en ce moment, c'est pas très excitant, hein. Il y a Israël, il y a tout ce qui est autour de l'Ukraine, donc ça c'est pas une grande surprise. Alors on voit pas terrible, mais regardez bien ce qui se passe dans ce quartier-là. Là vous voyez il y a un petit truc rouge, et vous ne le voyez pas bien, mais là il y a du jaune. Je vais revenir par la suite. Ça, c'est Kaliningrad. Kaliningrad, et puis il y a du jaune en dessous. Alors, GPS Jam, c'est simplement un effet de bord de Flight Radar. Flight Radar, c'est les gens qui écoutent les signaux d'ADSB, qui cartographient les avions dans le monde. Et donc, vous voyez bien que dans tous les pays où il n'y a pas de Flight Radar, il n'y a pas d'information sur GPS, et pour cause. Donc GPS Jam, c'est un joli jouet, ça ne sert à rien, mais c'est sympa, ça fait des beaux graphiques. Et donc, en fait, mon argumentaire, c'est que lorsque vous recevez un signal GPS et que vous avez une solution de position de navigation et temps, c'est mort. Vous êtes trop tard. Vous avez été leurré. Et moi, je ne vais pas parler de jamming, ça ne m'intéresse pas, parce que jamming, c'est juste du vandalisme, c'est juste tout casser. C'est comme quand je vais dehors et je vais casser un abribus. Ce qui est intéressant, c'est de détourner le bus pour le faire aller sur une autre voie, mais casser l'abribus, ça n'a aucun intérêt, donc ça, je ne vais pas en parler. Mais donc voilà, quand vous avez eu un leurrage et que vous avez votre solution de position de navigation et temps, c'est mort, vous avez été leurré, vous n'avez aucune façon de le savoir. Et mon argumentaire, qui peut être un peu modéré, mais c'est qu'un bon signal de leurrage, il est indétectable. Si j'ai bien ajusté la puissance, j'ai bien ajusté mes fréquences, mais vous n'avez pas besoin d'une orange atomique, juste un bon OCXO, au labo, j'ai des bons OCXO HP, de vieux analyseurs de spectre qui sont partis à la poubelle, je suis à peu près stable, je représente sur 1 heure, 2 heures la stabilité d'une orange atomique, ça suffit à super bien leurrer des voitures, tout ce que vous voulez. Alors, de mon point de vue, la seule chose qu'on ne peut pas leurrer, c'est la physique.
Ou en tout cas, il faut vraiment des gros moyens. Peut-être le CERN peut faire des trous noirs, mais la physique, c'est très difficile à leurrer. Et donc, comment vous faites pour utiliser la physique? La seule façon, qu'est-ce qui différencie une source de leurrage GNSS d'une vraie constellation? Dans une vraie constellation, les satellites sont partout. Or, moi, faire une attaque distribuée, c'est vraiment difficile. Vous allez devoir synchroniser vos sources de leurrage à mieux que quelques nanosecondes, et ça, c'est vraiment pas facile. Donc, on va dire que la majorité des attaques naïves, c'est une source de leurrage unique, et donc, ce qui ne va pas marcher, c'est la direction d'arrivée, parce que ça, vous allez avoir beaucoup de mal à le leurrer. Donc, ça veut dire que vous allez mettre deux antennes. Ça s'appelle du CRPA, Control Radiation Pattern Antenna. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que les militaires qui s'en servent, et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est bon, quoi. Vous mettez deux antennes au lieu d'une, déjà vous avez... Enfin, si vous n'avez pas les moyens de mettre deux antennes au lieu d'une, c'est peut-être que vous n'avez pas besoin de GNSS sécurisé non plus. Ouais, alors des antennes plus petites, c'est pas forcément... j'ai ma petite antenne. Et donc voilà, la démonstration, vous recevez vos signaux GNSS sur votre radio logiciel. Alors la seule contrainte, c'est que votre radio logiciel a deux voix cohérentes, cadencées par le même oscillateur local. Quand vous êtes sur la vraie constellation, je passe dans les détails, mais vous n'avez pas besoin de faire du décodage GNSS, vous faites juste la mise au carré du signal, c'est super facile, ça ne coûte rien en termes de puissance de calcul, n'importe quel STM32 le fait. Vous mettez le signal au carré, vous regardez la phase. Si vous êtes sur une vraie constellation, elle vient de toutes les directions. Si vous êtes sur une source de leurrage, toutes les phases sont les mêmes parce que vous avez la même direction d'arrivée. Donc la phase, moi je ne sais pas comment leurrer la phase, puisque c'est la phase de la porteuse. Contrairement au code. Le code, lui, c'est super facile à leurrer, mais la phase, je ne sais pas le faire. Donc voilà, donc pour moi, la seule façon de sécuriser GNSS, c'est deux antennes ou plus. Si vous n'avez pas deux antennes ou plus, c'est mort. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est chiant, tu veux que je mette deux antennes sur mon bâtiment? Déjà, j'ai du mal à convaincre mon patron d'en mettre une. Alors en fait, il y a un truc qu'on a vu la semaine dernière avec Paul-Éric en Espagne, qui est les Anglais qui sont en train de déployer un réseau de stations de référence. Alors les Anglais, parce qu'eux, ils sont très sensibles à ce problème-là, mais en France, on l'a déjà avec Centipede, avec IGN. Qui sont en fait des serveurs qui envoient les pseudo-range, donc l'information de base, la distance entre la station au sol et la station et le satellite, et qui vous permet de savoir où se trouvent les satellites dans le ciel. Et ça, c'est l'information de base que vous avez besoin quand vous voulez faire du GPS centimétrique. Alors quand on parle de GPS centimétrique, il y a le GPS centimétrique sur la phase, et puis le GPS différentiel, donc métrique, sur le DGPS. Et j'avais prévu de vous faire la démonstration ici, et j'ai pas réussi. En fait, je suis dégoûté, mais avec les nouveaux u-blox ZF9P, j'ai pas réussi à les leurrer. Je sais pas ce qu'ils ont fait, j'ai pas réussi. Donc, je suis obligé de... Donc, voilà, sachez que maintenant, sur un téléphone portable, vous avez RTK Libre qui tourne, vous pouvez mettre ça en place sur un téléphone portable, sauf que le GPS, j'ai pas réussi à le spoofer, donc je suis obligé de m'appuyer sur cette publication suédoise pour vous dire ce qui aurait dû se passer, et que j'espère refaire quand je rentre au labo. C'est qu'en fait, quand vous faites du leurrage de GPS, lorsque vous faites du RTK, donc vous avez vos pseudo-range d'une station que je suppose... Alors, eux, ils ont fait un cas opposé au mien, ils font du leurrage de la station de référence et ils disent que leur vraie station n'a pas été leurrée. Moi, je fais le contraire, je garde la vraie station non leurrée et je leurre mon récepteur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez commencer à leurrer le signal, mon unique source de leurrage, elle va produire un code qui a été ajusté, je vais faire croire à mon GPS qui se trouve quelque part, mais la phase, je n'ai pas de façon. La phase, c'est la phase physique, c'est la porteuse. Et ce qui va se passer, c'est que... Alors, je pensais au début que la solution RTK ne convergerait pas. Et j'en ai causé avec des copains qui m'ont dit, si, tu fais une inversion de matrice, tu auras toujours une solution. Elle est peut-être pourrie, mais tu auras toujours une solution, tu inverses une matrice. Et donc, en fait, ce que j'ai conclu, c'est que, et d'après cette référence, quand vous allez chercher à trouver la solution centimétrique sur du RTK à partir d'une station de référence, vous allez vous retrouver avec une solution qui est du DGPS et qui n'est plus du RTK, mais la différenciation, elle n'est pas si évidente que ça. Il va falloir... Parce que le problème, c'est que dans la vraie vie, si vous vous promenez dans un environnement un peu montagneux et que vous perdez la phase, vous allez aussi passer de RTK à DGPS. Donc c'est pas complètement évident de détecter le leurrage, même dans le cas du RTK. Voilà, ça fait partie des choses que je vais vous montrer. Et donc, soyez simplement conscients que maintenant, Android, depuis sa version 7, Google impose que les fabricants de téléphones vous fournissent les pseudo-range. Donc en fait, vous avez l'information brute et pas déjà la solution pré-mâchée, leurrée, qui ne vous permettrait pas de retrouver le leurrage. Alors voilà, c'est tout ce que je vais dire en GNSS. Là, je vais parler un petit peu d'une alternative. Je suis un fan de la VLF, de la très basse fréquence. Alors, je suis un fan de la VLF et historiquement, je vous ai montré avant qu'on a besoin de satellites pour parler à long terme, à longue distance. En fait, la VLF vous permet de parler loin parce que vous utilisez l'ionosphère comme un guide d'onde.
Et donc la VLF, vous avez plein de signaux de transfert de temps. Donc vous avez les Allemands avec DCF77, vous avez les Américains avec VVVB à Fort Collins, vous avez MSF à Anton, les Anglais. On va parler de la France avec Aloui, avec ALS-162 ex-TDF, les Japonais avec JJY. Les Allemands, ils sont en train de faire un système dédié. Les Allemands ont fabriqué 3 stations et ça a été analysé par Dirk Pister et Andreas Bach, qui sont les dieux de la PTB sur le temps fréquence, donc c'est quand même pas n'importe quoi qu'ils ont fabriqué. Donc vous voyez 139 kHz, 135 kHz. Et puis historiquement, il y avait un système que j'adorais, puis malheureusement il est à la poubelle, qui s'appelle l'ORAN, l'ORAN-C. Donc l'ORAN-C, c'est un système de navigation au sol qui utilise des ondes à très basse fréquence, et depuis que GNSS existe, tout le monde a dit « attends, l'ORAN c'est pourri, ça sert à rien ». Donc toutes les stations rouges, c'est les stations LORAN qui ont été mises à la poubelle. Les mises à la poubelle, c'est qu'ils ont coupé les pylônes, ils sont par terre. Donc en 2014, la France a décidé que l'ORAN, ça c'était trop cher, ça sert à rien, donc hop, 2 stations à la poubelle. Du coup, comme la France a dit qu'on le met à la poubelle, les Danois ont dit pareil, les Finlandais ont dit pareil, donc toute l'Europe a mis son l'ORAN à la poubelle. Et bizarrement, si vous regardez les points bleus qui restent, je ne sais pas si vous faites une corrélation entre les conflits dans le monde en ce moment et les points bleus qui restent, mais la Corée du Sud continue avec la Corée du Nord qui les brouille, la Chine entre Taïwan et la Philippine continue à avoir l'ORAN-C, l'Inde qui est en super terme avec la Chine et le Pakistan continue à avoir l'ORAN-C, et puis l'Arabie Saoudite qui a ses copains iraniens juste à côté, il continue à avoir l'ORAN-C. Mais nous en Europe on est tranquille, on peut tous les couper, ça sert à rien. Alors les Anglais quand même, les Anglais se disent ah putain ça pue là, ça va peut-être quand même falloir mettre l'ORAN-C. Donc les Anglais sont en train de remettre en place leur l'ORAN-C pour faire du transfert de temps. Alors, juste très rapidement pour vous montrer, vous n'avez peut-être pas un récepteur 100 kHz chez vous, mais il y a un truc absolument génial, ça s'appelle la WebSDR. Donc en fait, il y a un récepteur à l'université de Twente, à Enschede, qui reçoit n'importe quoi entre 0 et 5 MHz, ou 10 MHz. Et donc, vous pouvez vous connecter sur ce site, enregistrer le signal, ils vont vous streamer un signal audio à une dizaine de kiloéchantillons secondes, et vous pouvez le décoder. Et juste pour vous montrer ultra rapidement, ça c'est un signal que j'ai récupéré, donc vous mettez un tout petit peu à côté, parce que si vous récupérez un signal réel audio, ben, le spectre d'un signal réel, c'est un signal pair, donc il n'y a pas de phase. Donc en fait, vous allez mettre un peu de fréquence intermédiaire, là j'ai mis 700 Hz, vous récupérez le signal, ça c'est le signal audio, vous récupérez de WebSDR, vous le transposez en fréquence, donc comment vous transposez en fréquence? Vous fabriquez le temps échantillon en temps discret, vous fabriquez votre oscillateur numérique en tension, en oscillateur numérique commandé numériquement, et vous faites la multiplication, donc vous transposez en fréquence le signal pour le ramener à 0 Hz. Ce gars-là que vous avez ramené loin, vous le filtrez, donc vous n'avez plus que le signal à 0 Hz, hop, vous récupérez la phase, et donc historiquement dans TDF, vous avez en modulation d'amplitude France Inter et en modulation de phase le temps, la France Inter a fini des lettres, maintenant vous n'avez plus que le temps. Petite astuce, la phase c'est l'intégrale de la fréquence, donc si vous faites juste ça, vous allez vous retrouver toujours avec une pente résiduelle, il faut juste faire un fil linéaire pour retrancher la dérive de la phase, et ça vous donne un beau signal, et là vous n'avez plus qu'à décoder les 1 et les 0. Si vous avez envie de le faire, à la conf GNU Radio 2023, il y a ce monsieur qui a fait un décodeur Aloui ALS-162 pour GNU Radio, et ça marche. Soit en passant, si vous voulez leurrer ALS-162, dans ce même dépôt, il y a aussi une source de leurrage qui marche aussi. Alors, moi, je suis assez fan donc, avec Paul Eric, toujours la semaine dernière, on a vu des Polonais de GUM qui nous présentaient leur travail et qui disaient nous, on vient de se remettre à émettre des signaux de transfert de temps sur notre signal VLF. Et donc, comme le dit l'auteur de WebSDR, c'est quand même bizarre en 2023 qu'un pays se décide à émettre un signal de temps sur un signal VLF alors que ça fait depuis 1950 que tout le monde dit que c'est obsolète. Vous vous rappelez le petit trait rouge de Kaliningrad et puis les traits jaunes sur la Pologne? Je pense qu'il y a une relation non nulle entre l'émission depuis 2023 de signaux de temps par la Pologne et ces brouillages GPS. Donc voilà, vous allez sur 225 kHz, vous faites la même manip que je viens de montrer là, vous avez les signaux, ils sont moins beaux, c'est pas de la phase, c'est de l'amplitude. Et puis, vous allez faire analyser un petit peu les signaux, les bits les uns après les autres, ça a été documenté, mais la documentation est toute pourrie. Quand j'ai fait cette préparation, il se trouve qu'il y a 2 radioamateurs qui ont fait le décodeur du signal numérique polonais. Alors ça, c'est tout neuf, ça date de octobre 2024, donc c'est des nouvelles fraîches. Alors vous voyez, là, vous avez le récepteur de Enschede de l'université de Twente, DCF77, les Polonais, il y a trop de consoles pour prononcer leur nom, Aloui avec ALS-162, et puis Anton avec MSF. Alors, le gros inconvénient de la VLF, c'est que ça dépend du temps. Ça, j'enregistre depuis samedi midi le niveau de puissance de WebSDR, c'est du web scrapping, vous demandez toutes les minutes à WebSDR c'est quoi la puissance du signal. Et donc vous voyez que DCF ou l'ORAN c'est super puissant,
Par contre, les Polonais vus depuis Enschede, ben, la nuit, vous les recevez. Par contre, le jour, le signal est tout faible et vous ne le recevez pas. Donc, c'est le gros inconvénient de la VLF, c'est que ça marche bien la nuit, mais de jour, ça ne marche pas terrible. Et puis, pour vous dire que je n'ai pas menti, là, vous avez la maintenance de Halo 862 tous les mardis entre 10h et midi. Donc, je l'ai bien vu. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que les Polonais, je pense qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait sur ALS. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande qu'est-ce que tu ferais si tu devais refaire ALS. En fait, ce qui ne va pas du tout avec DCF77 et ALS, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. C'est qu'en fait, vous pouvez mettre n'importe quoi sur le signal. Et ce qu'ont fait les Polonais, c'est qu'ils ont mis du RID Solomon, donc en fait du mélange de bits et de la correction d'erreurs. Et pourquoi je dis que c'est super intéressant? Ben parce que si je prends ma montre, par exemple, ma montre elle est radiocommandée, donc tous les matins à 3h, elle se met à l'heure. Hein, j'ai pris la doc de ma montre, vous voyez, entre minuit et 5h. Donc ça, c'est la doc de ma montre qui dit qu'elle se synchronise sur Antorn et sur Mindfingen. Mais Casio n'a pas considéré utile de se brancher sur LS162. Donc je ne comprends pas qu'on peut avoir un jouet aussi chouette et avoir un échec commercial de ce point-là. Mais voilà, Casio se met sur Antorn et sur Mindfingen. Et si je suis au Japon, il se met sur GGY. Donc ma montre se met bien à l'heure. Par contre, mon récepteur de météo, ben, vous voyez, il y a toujours un bit de faux. Alors là, on s'en sort bien. Hier matin, quand j'ai pris la photo, c'était juste le mois qui était faux. On était en avril, il devait être en novembre. Et pourtant, DCF77 envoie l'information. Mais c'est juste que comme je suis dans un labo avec plein de signaux électriques, plein d'aléas à découpage, ben, tout le temps, il est faux. Alors j'ai une horloge qui est censée être juste à la milliseconde près, mais généralement, l'heure est fausse. Donc bon, voilà. Il faut absolument... Enfin, je veux dire, le RID Solomon dans la VLF, c'est pas que pour faire beau. C'est vraiment hyper important. Vous allez me dire, ben pourquoi tu ne prends pas la 5G? Dans la norme 5G, il faut synchroniser les récepteurs, et donc tu as dans la norme 5G le positionnement, puisque tu dois pouvoir positionner les téléphones et envoyer le faisceau hertzien sur le téléphone. Ben ouais, mais sauf qu'en 5G, vous êtes synchronisé par quoi? Vous êtes synchronisé par la GNSS, donc vous n'avez rien gagné, vous avez juste transposé le problème. Ça, c'est sur le campus de Besançon, et même sur un campus de Besançon où il y a la fibre optique, il pourrait au moins faire mieux que mettre une antenne GPS, et en plus, vous verriez la grille qu'ils ont mis autour, la pauvre antenne, elle ne peut rien voir. Bon, évidemment, quand vous êtes dans la campagne à Clermont-Ferrand, vous avez votre pauvre antenne GPS qui est là-haut, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de fibre optique, donc ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, en 5G, ben, votre synchronisation GNSS, elle est toute pourrie, et ces récepteurs-là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc voilà, j'en ai un peu parlé dans le prochain câble, il y aura une histoire sur comment exploiter ces signaux-là. Ça, c'est les signaux au sol. Alors, je vous ai parlé des signaux de transfert de temps. On me paye à faire des signaux de transfert de temps, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est les opérateurs de centres de métrologie nationaux, dont l'Observatoire de Paris, échangent leur temps entre eux pour créer ce qui s'appelle le temps atomique international, duquel ils déduisent le temps universel coordonné UTC. Et ces échanges de temps se font pendant toutes les heures UTC paires. Donc en fait, 1 heure, tout le monde se parle entre eux, et aux heures impaires, c'est les heures de test, on a le droit de faire ce qu'on veut, on peut s'amuser avec le satellite. Et en fait, si vous regardez, ben, quand vous regardez sur Google Earth ou sur Google Maps, ça c'est les Néerlandais de VSL, ça c'est les Italiens de INRI, ça c'est les Espagnols de Leroy, où on était il y a 10 jours. En fait, vous savez où elles sont les antennes. Donc si vous savez où sont les antennes, et que vous connaissez les fréquences, et les fréquences sont publiées par le BIPM. Vous avez toutes les archives des transferts de temps sur le site FTP du BIPM. Merci à eux. Et donc, ben, vous avez les positions des satellites, vous avez les mesures de temps de vol, vous faites du GPS à l'envers. En fait, vous connaissez les positions, vous observez le temps, donc vous pouvez refaire le temps par vous-même. Alors moi, je suis super fan de cette chose-là, apparemment je suis le seul, enfin on est juste 3 dans le monde. Il y a Carsten Rick qui a démontré qu'il pouvait le faire. Et cet été, il y a un doctorant de l'Université de Rome qui a démontré à l'EFTF qu'il pouvait faire du transfert de temps passif. Et le vrai challenge, c'est que si vous voulez faire la nanoseconde, ben, il faut savoir où se trouve le satellite à 30 cm près. Et ça, c'est au-delà d'une compétence. Eux, ils savent faire. Lui, il est dans une université de Rome qui fait de l'orbitographie. Carsten Rick, il n'a jamais voulu me dire comment il l'avait fait. Voilà, j'essaye d'apprendre, mais c'est au-delà d'une capacité intellectuelle, je ne sais pas faire. Si vous ne travaillez pas au CNES ou à la NASA, les infrastructures logicielles pour simuler ces choses-là, c'est au-delà de mes compétences. Mais sachez que techniquement, avec une parabole de télé, vous pouvez recevoir la nanoseconde chez vous. Autre signal, si vous êtes radio-amateur, vous savez que tous les radio-amateurs calent leurs oscillateurs sur 143,05. Donc 143 MHz 0,5, c'est le radar grave, le radar de surveillance spatiale. Quand je disais que la France surveille les satellites, il ne publie pas. La France fait partie des 3 pays au monde qui est capable d'observer les satellites qui survolent son territoire, et c'est le radar grave qui s'avère être à 40 km de Besançon. Donc en fait, à Besançon, vous prenez un fil, vous faites pendouiller par la fenêtre, vous avez grave qui vous arrive directement dans la figure.
Donc moi, généralement, je fais de la mesure de vol d'avion. Je vois le décalage Doppler des avions qui volent sur la Franche-Comté. C'est super facile, parce qu'on est à 40 km de Grave. Mais je me suis posé la question, vous avez ce radar avec l'émetteur qui est en Haute-Saône et le récepteur qui est sur le plateau d'Albion. Ils doivent avoir un sacrément bon oscillateur pour faire de l'onde continue et détecter les paramètres de Kepler des satellites qui volent au-dessus de la Terre. Et donc, comme les radios de la France au moins, et comme les radioamateurs se servent de signal pour caler leurs oscillateurs, je me suis demandé, c'est quoi l'exactitude de Grave? Donc comme j'ai la chance d'être dans un laboratoire avec des masers à hydrogène, je récupère le signal de Grave. Alors, le truc qui rend les choses un peu compliquées, c'est que Grave, c'est 8 faisceaux commutés électroniquement toutes les 2 secondes. Et vous vous doutez bien que si vous faites de la commutation électronique à un signal à 143 MHz, donc 7 nanosecondes de période, il y a toutes les chances que vous introduisiez du déphasage. Donc en fait, l'analyse, il faut toujours la faire sur le même faisceau. Vous choisissez un faisceau et vous restez accroché dessus. Si vous faites tous les faisceaux, vous avez le déphasage de la commutation électronique d'antenne. Et donc si vous faites ça, vous essayez de choper les phases. Alors le truc compliqué, c'est que les phases tournent, et donc vous déroulez les phases, c'est là que c'est un peu discutable. Mais à la fin, voilà, ça vous donne une variance d'Allan. Je pense que hier, François Bernotte vous a parlé un peu de la variance d'Allan, donc la fluctuation de fréquence en fonction du temps d'intégration. Et vous voyez que vous êtes sur du 10-11 à 10 secondes, c'est pas complètement dégueulasse. Et puis, Claudio Calosso m'a dit que c'est la pente en taux -1,5, ça serait a priori limité par le lien et pas par l'oscillateur local. Pour vous donner la comparaison, le maser à hydrogène qui a permis de cadencer le récepteur de radiologiciel, il est à 10-13, 10-14. Donc je ne suis pas en train de mesurer le maser, je suis en train de mesurer Grave. Donc voilà, Grave, c'est un signal, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vous fait une référence de fréquence qui marche bien et qui vous donne ces performances-là. Alors finalement, pour conclure mon exposé, on m'a demandé solution spatiale, solution terrestre. Juste pour vous dire un peu ce qui se fait, en solution terrestre, réseau informatique, je connais 3 grands modes de communication. NTP, vous prenez votre ordinateur, vous le branchez sur le réseau, vous connaissez l'heure à 10 millisecondes près, simplement parce que l'ordinateur a envoyé un paquet Ethernet, il a demandé à quelqu'un quelle heure est-il, quelqu'un lui a répondu il est, votre ordinateur a mesuré le temps qu'il a fallu pour faire mon ordinateur Besançon, mon ordinateur, il divise ça par 2, il dit que c'est le temps de vol. Voilà, NTP, Network Time Protocol, vous avez typiquement la milliseconde, 10 millisecondes. Vous voulez aller mieux que ça, il va falloir qu'au niveau Ethernet, vous soyez capable de corriger le retard, pas au niveau du logiciel, parce que le logiciel est asynchrone, il est multitâche, mais au niveau de la carte Ethernet, donc là, il va vous falloir du matériel dédié, PTP, Precise Time Protocol. Alors, dans PTP, vous avez un oscillateur libre, il tourne à la vitesse qu'il veut, mais, je pense que Paul-Éric vous montrera ça bien mieux ce soir que moi, mais votre oscillateur tourne à sa vitesse, et puis vous essayez de rattraper le temps entre les différents oscillateurs qui tournent, et pour ça, vous avez des registres à décalage, vous avez des retards. Donc PTP, il fait le travail qu'il veut, bon, c'est à microseconde. Et si vous voulez le mec plus ultra, il y a White Rabbit. Donc White Rabbit, c'est le système synchronisé et syntonisé, dans lequel, au lieu de laisser votre oscillateur libre, vous dites à votre oscillateur, tu vas te caler sur le mètre, et une fois que tu es calé en fréquence, alors tu te cales en temps. Et pour faire ça, vous avez besoin d'astuces pour mesurer finement l'écart de fréquence. Ça se fait par une mesure de différence de phase, et dans le numérique, les gens font de la stroboscopie ou du verrier par un algorithme qui s'appelle DDMTD. Alors je mentionne ça parce qu'il y a un développement que moi je trouve super excitant, c'est que jusque-là, il fallait du matériel dédié qui n'était pas maintenu, le dépôt au CERN, c'est une catastrophe. Donc en fait, si vous n'achetiez pas du matériel prêt à l'emploi, c'était le bordel. Et en fait, en mars 2013, il y a eu une réunion de White Rabbit au CERN, où il y a une boîte allemande qui s'appelle Missing Link Electronics, qui a démontré un truc qui traînait dans la tête de beaucoup de gens depuis longtemps, c'est que maintenant les FPGA sont devenus tellement bons que vous pouvez utiliser leur PLL avec suffisamment de résolution pour faire les parties dédiées, les 2 VCO externes qui étaient sur des cartes White Rabbit. Et le truc qui est vraiment excitant, qui date du 11 novembre, donc ça c'est tout neuf, Javier Serrano m'a dit que les gens de Missing Link Electronics avaient enfin relâché leur code et l'ont déposé sur openhardware.org. Donc maintenant, si vous avez un Zinc un peu de haut niveau, donc un ZC702, un ZC706, vous pouvez faire du White Rabbit sans avoir de matériel dédié, juste en utilisant les fonctions internes du FPGA. Et ça veut dire que la nanoseconde est venue à la portée de tout le monde. En fait, vous avez un Grandmaster White Rabbit, ça vous l'achetez au CERN, ça coûte 2500 € chez Créotech, et après, vous avez à moindre frais votre nanoseconde. Sachez aussi que la Compute Module 4, qui est la version EEM de la Raspberry Pi 4, est équipée d'un NIC, donc l'interface physique, qui supporte PTP. Donc si vous avez envie de jouer à PTP pour 80 €, voilà, j'ai fait des mesures, ça fait la microseconde pour 80 €. J'ai essayé de faire la synchronisation, voilà, j'ai présenté ça en décembre 2023 dans un câble. Bon, la synchronisation,
Je vous conseille qu'elle n'est pas terrible. Bon, ça marche. Voilà, donc ça, c'est tout ce que je voulais vous raconter sur la partie techno. Alors, pour conclure, il y a plein de gens qui s'excitent dans le domaine. Notamment, j'ai rencontré l'auteur de cette analyse, donc je suis allé chercher. L'Europe se pose quand même un peu la question. Les Américains sont très sensibles. L'Europe se pose un peu la question. Donc en fait, il y a eu cette étude qui a essayé de regrouper au JRC les différents fabricants de signaux de transfert de temps. Donc les trois premiers, ils ont simplement pris White Rabbit, les gens de chez OPNT, les Hollandais, et puis Seven Sol, les Espagnols qui maintenant sont Safran. Eux, ils ont simplement pris White Rabbit, ils ont mis ça dans une boîte fermée, et puis ils vous vendent ça beaucoup plus cher. GMV, alors là c'est carrément honteux, c'est GMV, c'est les Espagnols, eux ils ont carrément dit non, on ne vous donne pas les résultats, on fait des mesures chez nous et on vous donne les résultats. Donc eux, évidemment, ils respectent les contraintes puisqu'ils l'ont fait à la maison. Donc eux, c'est du GNSS et un protocole numérique. SCP Time, d'ici, c'est du propriétaire NTP sécurisé sur une chaîne chiffrée. Satellès, dont je vous ai parlé avant, c'est les signaux STL de Iridium. Locata, c'est des Australiens, ce serait marrant que les Européens prennent une solution australienne pour échanger par un protocole propriétaire sur des ondes radio. Et NextNav, pareil, c'est du propriétaire radio. Et donc la conclusion de cette excellente étude, c'est fair benchmarking of a performance cannot be made in a fair manner. Donc évidemment, on a dit à chacun de rédiger un rapport sur sa techno et on ne peut rien dire. Donc c'est bien la peine de dépenser de l'argent pour en arriver à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ça conclut. Alors quand je vous dis qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent de ça, voilà, j'avais mis le rapport américain du Department of Homeland Security qui, pour le faire vite, vous dit GNSS, on ne va pas s'en débarrasser demain, mais pour les infrastructures critiques, ça serait quand même bien d'avoir de la redondance. Il y a les Anglais qui ont fait ce truc-là que tout le monde répète parce qu'ils expliquent qu'il y a 5 milliards de livres sterling perdus par semaine de pertes GNSS. Bon, ça fait de la lecture sympa. Par contre, ce qui est intéressant qu'on a vu à Aéroa, c'est que maintenant les Anglais vont passer des lois qui disent aux infrastructures critiques, c'est-à-dire télécom, production d'énergie, hôpitaux, que s'ils ne respectent pas les contraintes de redondance, ils vont avoir des amendes. Donc ça, c'est pas mal intéressant parce qu'il va y avoir une contrainte légale d'avoir de la redondance et pas de juste s'appuyer sur GPS. Et comme j'ai une fraction de seconde, allez, ça a été mentionné dans la présentation précédente, mais Yann m'a demandé de vous partager le rapport qui a été fait par le LabEx FirstTF sur les considérations françaises qui disent qu'une étude a été faite qui a permis de mettre en évidence le rôle important que jouent les GNSS pour SAIV. On laissera Yann nous expliquer ce qu'est SAIV. La société civile a également permis d'identifier et de clarifier les impacts que pourrait avoir une altération de la disponibilité de l'information GNSS sur plusieurs secteurs de la société française, etc. Donc il y a un rapport qui existe, il est confidentiel, donc vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans. Vous allez demander à Yann si... Il faut le demander. Voilà, vous demandez à Yann, et Yann, si vous avez l'accréditation appropriée, vous donnera accès aux documents. Donc voilà, dans le temps imparti, j'ai essayé de vous introduire un petit peu à comment faire du transfert de temps et de fréquence. J'ai essayé de vous montrer, alors j'ai essayé de vous asséner plein de références. Donc l'idée, c'est que vous le fassiez à la maison. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, donc j'ai appris un petit peu à le faire. Mais si vous avez envie de jouer avec, l'investissement, une petite OSDR, c'est 300 €. Donc avec 300 €, vous faites un système de leurrage et de brouillage, vous faites ce que vous voulez. Il y a donc la référence de FirstTF. Je dois remercier Oscillator Imp, l'équipe X, qui a donné l'infrastructure pour faire ce travail, notamment les masers et le système two-way. FirstTF, qui a financé un certain nombre de ces études et de mes collègues qui ont été payés avec le laboratoire national d'essai à faire ce travail. Et comme tout ça, ça a été fait avec vos impôts, public code, public money, et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation à très haute vitesse. Pas facile peut-être de suivre tout, et je pense que certains d'entre nous ont besoin de parler un petit peu plus pendant la pause café. Mais on a quelques minutes pour plusieurs questions. Ou une question très longue, avec une réponse peut-être très longue. Mathieu. J'avais une question sur la différence qui peut être faite entre les brouillages qui sont dus à des événements météo de l'espace et les brouillages qui sont dus à et les leurrages en fait. Est-ce qu'il y a moyen de faire une différence? Est-ce que ce que tu as mentionné en disant finalement les leurrages ils sont sur une phase qui est constante,
Est-ce que c'est des choses qui ont été étudiées? Je ne connais aucun événement spatial qui génère les codes aléatoires des satellites de navigation. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, le brouillage, c'est bêtement, je viens casser les choses. D'accord. Le leurrage, j'envoie une information. Alors évidemment, les Russes font du brouillage en faisant des signaux de leurrage vide, ça c'est autre chose. Mais le leurrage, c'est quand même, je génère la structure des signaux de navigation. Or ça, dans le deep space, il n'y a rien qui va générer ces signaux-là. Par contre, différencier un leurrage du sol d'un leurrage spatial, mis à part l'étendue, je ne peux pas imaginer comment on va différencier les événements. C'est-à-dire qu'en fait, spatial, je vais mettre à jour toute la constellation. Le brouillage local, voilà, mis à part s'appeler l'armée russe, le faire en israélienne, le faire à grande échelle, c'est compliqué. Donc voilà, si je regarde ce GPS Jam et que je vois que toute l'Europe est noire et rouge, c'est peut-être le spatial. Par contre, si c'est que l'Ukraine et que la Palestine, ça sera probablement local. D'accord. Et GPS Jam, il update tous les combien? Je vais dire sûrement une connerie, je crois que c'est toutes les heures. Donc en fait, ils agrègent les données de... Ils agrègent les données de Flight Radar 24, donc je ne saurais pas dire si c'est qu'il remet à jour toutes les 2 heures ou si c'est parce que la barre de temps d'historique avant une heure, c'est dans ce deux-là. Ok, merci. Mais encore une fois, GPS Jam, enfin, pour moi, c'est vraiment du gadget. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Tout le monde sait qu'au-dessus de Mourmansk, il y a du brouillage, au-dessus de Jérusalem, il y a du brouillage. À l'époque, Todd Humphries avait fait un super truc que je trouvais vraiment sympa, mais ouais, c'est démonstratif, ça permet de gagner de l'argent. Mais par contre, Todd Humphries avait fait un truc vraiment sympa, je trouvais, il avait mis un récepteur GPS sur l'ISS. Et en fait, il avait cartographié sur tout le monde entier les sources. Et là, je trouvais que c'était vraiment sympa. Alors ça, c'est vraiment joli, parce que c'est un détournement de Flight Radar 24. Ça, je trouve ça joli. Mais si vraiment on veut avoir une vraie cartographie des sources de brouillage, ce qu'avait fait Todd Humphries est beaucoup plus sérieux. D'accord. Je pense. J'ai 2 questions, en fait. La première est sur se prémunir du brouillage avec 2 antennes. Ouais. Est-ce que je peux contrer le dispositif à 2 antennes en ayant 2 brouilleurs ou 3 brouilleurs? Oui. En fait, quand tu as N antennes, tu fabriques N-1 nul. Donc en fait, moi, je pars de l'hypothèse que ta source de leurrage, c'est le mec qui se parle avec la photo SDR et qui va simplement donc avec 2 antennes, j'annule celui-là. Par contre, s'ils sont 2, je suis beaucoup plus ennuyé, mais déjà il faut qu'ils soient 2. Généralement, les malfrats, déjà quand ils sont seuls, c'est déjà bien. Quand il y en a un qui sait servir une photo SDR, c'est déjà bien. Mais effectivement, si tu veux faire ça sur un terrain militaire en Ukraine, on te demande beaucoup plus d'antennes. Je crois que typiquement le système Safran, ça doit être 4 ou 7 antennes, parce que tu veux être capable d'avoir un beam steering dans les 2 directions, azimut élévation, et avec une multitude de sources Et du coup, alors moi j'étais très content d'entendre parler de Lorenzé, parce que c'est un truc aussi dont on a pu parler aussi il y a déjà quelques années, que c'était bien dommage d'avoir. Ça peut être aussi une façon vraiment de sécuriser, c'est une mission spatiale et une mission sol. De toute façon, la redondance, c'est le cœur de la sécurité. Sauf qu'une fois que tu as décidé que tu avais mis à plat tous les pilotes de 300 mètres, il faut que quelqu'un décide de remettre. Enfin, je veux dire, quand les gars sont en train de s'égosiller que la LS-162 c'est trop cher et que tu veux remettre 3 stations Lorenzé, c'est mort, ça ne se fera jamais. Quoi. Enfin, sauf quand les Russes seront à nos portes. Mais avant que les Russes arrivent en Allemagne, il n'y a aucune chance. Je veux dire, déjà aujourd'hui, on se dit qu'ALS, ça ne sert à rien. L'ORAN, enfin, moi, je serais le premier à dire, moi, j'adore l'ORAN, je trouve ça vraiment génial. Mais en plus, maintenant, avec ILORAN, il y a eu des démonstrations que les Anglais, arrivent à naviguer dans la Tamise jusqu'à Londres, et ils ont moins de 20 mètres d'incertitude. Donc, bon, ok, on ne va pas faire un amérissage sur le quai comme on l'a vu avant, mais en fait, ils ont quand même navigué jusqu'à Londres sur du ILORAN. Donc, moi, je suis persuadé que l'ORAN, ce serait génial, mais c'est pas moi qui sors l'argent. Mais ça serait super, d'avoir un signal dédié terrestre. Et de toute façon, enfin, il y a eu un rapport de la DARPA, je l'ai cherché, puis je ne suis pas tombé dessus. Pour la DARPA, ça fait depuis les années 90 que GNSS n'est plus un système militaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour la DARPA, c'est fini GPS, c'est un système civil, voilà, les civils ils font leur truc de synchronisation, mais les Américains, pour les aspects militaires, font de la synchro. Soit ils ont acheté Iridium, c'est pour ça qu'ils ont acheté Iridium, soit ils font enfin voilà, ce qui était avec des systèmes de triangulation. Merci beaucoup. Je pense qu'on va remercier